À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans ce 19h tout de suite, les titres du journal. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation a procédé au lancement officiel de la télévision numérique terrestre le vendredi dernier sur le site de la quête de réseau de la TNT à Abomey-Calavi. Vous suivrez en début d'édition l'ex-conseiller à l'ARAC, Dieudonné Bokovo, sur les contextes de création de cette TNT. La nation béninoise a commémoré ce dimanche 19 février 2023 les 33 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. À suivre dans ce 19h les moments forts qui ont marqué cet événement. En sport, les Amazones du Bénin ont affronté en amical les Black Queens du Ghana ce dimanche 19 février au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux prochaines qualifications de la CAN féminine Maroc 2024. Plus de détails dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. À l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont exprimé leur désapprobation au sujet de l'attribution des présidences des 5 commissions parlementaires. Selon ces derniers, le mode d'attribution des différentes commissions parlementaires choisies par la majorité ne s'est pas fait dans le respect de la loi. Pour le représentant du parti de l'opposition Nourenou Atchadé, il s'agit d'une forfaiture et d'une manière de saquer la démocratie moderne du pays. Le président Louis Vlavounou estime que l'opposition fait de la surenchère et en tentant de vouloir imposer sa perception du processus de désignation des membres des commissions, contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur. Au terme des travaux qui se sont poursuivis, aucun député de l'opposition n'est membre des commissions parlementaires composées exclusivement des élus de la majorité présidentielle. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la télévision numérique terrestre est désormais réelle sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation, en présence d'un parterre d'autorités politico-administratives, a procédé au lancement officiel de la télévision numérique terrestre le vendredi 17 février 2023 sur le site de la quête de réseau de la télévision numérique terrestre située à Abomey-Calavi. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de découvrir le contexte de création de la TNT au micro de Dieudonné Bokovo, ex-conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Des propos recueillis par Francis Farani. Toute communication se fait sur la base d'un support appelé fréquence, les canaux. Et sur le plan international, l'Union internationale des télécommunications est chargée de répartir ces fréquences. Et ces fréquences commencent par être rares parce que en analogique, pour faire une télévision, il faut une fréquence. Autrement dit, il faut une fréquence ou un canal par télévision. Mais ce n'est pas extensible. Ce qui fait qu'en 2006, à Genève,
l'accord a été arrêté comme quoi en 2015, précisément 17 juin 2015, tous les pays vont passer en télévision numérique terrestre. Pourquoi? Parce que la technique utilisée ne permettra pas à tout le monde d'avoir les fréquences. Donc, ils ont changé la technologie pour pouvoir faire face aux besoins. Donc, affaire de passage d'analogique en numérique en question, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité technologique. Donc, c'est sur cette base que les pays se sont regroupés. Et comme vous le savez, la fréquence en question est comparable au vent. Il n'y a pas de vent béninois, il n'y a pas de vent togolais. Donc pour ça, les experts se retrouvent à Genève chaque 10 ans pour parler de cette répartition. Comment faire pour que tout le monde puisse en bénéficier? C'est ce qui justifie l'arrivée de la télévision numérique terrestre. Et dans chaque pays, il y a le répondant de l'Union internationale de la télécommunication. En ce qui nous concerne, c'est la HAC qui est chargée de la répartition des fréquences. Ceci dit, notre pays s'est lancé en créant ce qu'on appelle Commission nationale de migration de passage d'analogique en numérique en 2013, CNMAN. Après 3 ans, on a fait le point et le gouvernement a encore créé ce qu'on appelle Comité de pilotage de la télévision numérique terrestre. Maintenant, ils ont fini l'installation. Moi, j'ai le décodeur depuis 2019, précisément 15 mai 2019, j'ai déjà le décodeur dont je fais partie de ceux qui ont été sélectionnés pour voir la qualité technique. Donc, ceci dit, passage d'analogique en numérique, c'est une nécessité technologique. Restons toujours avec l'ancien conseiller à la RAC pour découvrir à présent les avantages de la TNT et son fonctionnement. Suivons-le, toujours au micro de Francis Farami. Ce qu'on aurait gagné en passant d'analogique en numérique, c'est la qualité de l'image, la qualité du son. Ce que modulation de fréquence FM représente à la radio, c'est la même chose que TNT, télévision numérique terrestre, représente à la télévision. Maintenant, l'autre avantage est que tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme télévision vont devenir ce qu'on appelle éditeurs de services audiovisuels. Ils vont perdre leur autonomie de diffusion. Et au Bénin, il y a 2 structures qui s'occupent de TNT du Bénin, à savoir SBIR, c'est-à-dire Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, et Société du Bénin Diffusion. Voilà à partir de maintenant ce qui va se passer. Mais pour être pratique, parce que sur le plan technologique, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. C'est pour ça que la RAC a lancé appel d'offres pour les décodeurs. Donc, il y a des caractéristiques techniques que les décodeurs vont respecter au Bénin. Et c'est la RAC qui a lancé et il a gardé 3 et 4 promoteurs a été sélectionnés. Donc, c'est ceux-là seulement qui se chargeront de vendre les décodeurs. Parce que si vous entendez seulement télévision numérique terrestre et vous allez chercher n'importe quel décodeur, ça ne marcherait pas. En ce qui concerne le Bénin, on a retenu DVB-T2, qui veut dire division TVB, télédiffusion, broadcasting
deuxième génération. Donc, et en ce qui concerne l'image, il y a aussi la modulation HEVC, High Efficiency Video Coding. Donc, en ce qui concerne vos téléspectateurs, il y a 4 promoteurs qui sont agréés par la HAC. Donc, c'est seulement ceux-là qui vont vendre les décodeurs. Et en cas de problème, si vous allez voir ces promoteurs, vous serez servi. Donc, pour exemple, pour prouver que j'ai déjà TNT depuis 2019, voilà les chaînes qui sont retenues pour IA ORTB, qui est le numéro 1, BB24, numéro 2, Ado TV, numéro 3, TV Hémicycle, numéro 4, Canal 2 TV, numéro 5, Golf TV, numéro 6, Canal 3 TV, numéro 8, et Canal 3 et Eden TV, numéro 10, E-Télé, numéro 12, et TV5 Monde Afrique, numéro 13. Maintenant, numéro 14, TV 5 Monde, numéro 15, TV5 Monde Style, et 16, France 24. Donc voilà les chaînes que vous pouvez capter gratuitement avec TVT Bénin. La nation béninoise a commémoré ce dimanche 19 février 2023 les 33 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation qui s'est déroulée du 19 au 28 février 1990. À suivre dans cet élément les moments forts qui ont marqué cet événement. Une réalisation de Nonsérine Fatoumbi. Ce 19 février 2023 marque le 33e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation béninoise, un événement qui a permis l'avènement de la démocratie au Bénin. En effet, le lundi 19 février 1990 s'ouvre à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou la Conférence nationale des forces vives de la nation. Pendant 10 jours, les représentants de différentes sensibilités de la nation ont posé les bases de la nouvelle République béninoise. Le Bénin était dirigé par le général Mathieu Kérékou depuis le coup d'État du 26 octobre 1972. La conférence s'achève le 28 février 1990 par l'adoption d'une nouvelle constitution, celle qui sera approuvée par le référendum du 11 décembre 1990. La conférence nationale des forces vives de la nation a été organisée pour juguler la crise née des déboires économiques du Bénin. En 1989, au Bénin, la crise financière, économique, sociale et politique qui a commencé vers 1986 a atteint son sommet en ébranlant le pouvoir du président de la République du Bénin, Mathieu Kérékou. Cette crise a conduit, sous la pression du peuple et des forces extérieures, le comité central du PRPB, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et le Conseil exécutif national à décider en décembre 1989 de la tenue d'une grande assise nationale au cours du premier trimestre de l'année 1990. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives du Bénin, organisée du 19 au 28 février 1990 dans la salle de conférence de l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. Le Bénin inaugure alors le modèle des conférences nationales en Afrique. Les décisions de cette rencontre ont non seulement mis fin à la crise généralisée, mais et surtout amorcé les prémices d'un nouveau politique et idéologique au Bénin. Au lendemain donc de cette conférence de 1990 et après la période de transition réussie de 1990 à 1991, le pays organise constitutionnellement depuis 1991 des élections législatives et présidentielles avec une alternance au niveau du pouvoir exécutif. Ce dimanche 19 février 2023, nous commémorons les 33 ans de cette marche amorcée par le Bénin depuis cette historique rencontre de bilan et de nouvelles perspectives. Arrivé au Bénin dans le cadre du Festival international des arts du Bénin, le photographe burkinabé Warren Sarré a exposé au parking des photos des tirailleurs sénégalais, une œuvre de longue haleine dont il parle avec émotion. Carles Kitome y était, voici son reportage.
Je suis venu au Bénin sous le FENA pour. Je présente mon travail de longue haleine, comme nous aimons l'appeler. Depuis plus de 17 années, je parcours l'Afrique de l'Est et aussi la France pour retrouver les derniers survivants de tirailleurs africains, qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Je suis venu au Bénin 2 fois, où j'ai fait Parakou, Djougou et Cotonou. Je suis allé à Niamey 2 fois, au Niger 2 fois, où j'ai fait Niamey et Maradi. Je suis allé au Mali, et où je tournais dans un petit village. Et je suis allé en Guinée-Conakry, je suis allé au Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire. Le Burkina, j'ai fait presque tous les villages au Burkina. Et je suis allé en France, où j'ai visité Angoulême, Lille, la Jura, Brive-la-Gaillarde et Paris, pour essayer de trouver certains combattants français qui ont commandé nos tirailleurs sénégalais. Parce que nos parents parlent beaucoup de leurs commandants, de leurs caporales, aujourd'hui, qui sont souvent des généraux et des colonels qui sont en retraite. J'avais le nom et je suis arrivé à retrouver certaines personnes de cette époque-là qui sont exprimées, qui parlent des tirailleurs. Nous parlons de mémoire collective. Si on parle de mémoire collective, la recherche et la transmission ne doivent pas s'arrêter sur qui aux Africains. Il faut aller aussi enseigner cette histoire aux jeunes générations françaises et européennes. Voilà pourquoi j'ai l'intérêt pour moi d'ouvrir ce travail aux frères d'âmes, en allant trouver les frères d'âmes français dans les différents lieux où ils sont actuellement. Au-delà du travail de mémoire sur les tirailleurs, qu'est-ce que Warren apporte de plus? Ce message qui est derrière ce travail, c'est aussi entreprendre nos jeunes, que ce soit africains et européens, d'aller puiser dans les tiroirs familiales, de chercher à se connaître. Nos parents, notre famille, ce n'est pas seulement papa et maman, grand-père ou grand-mère. Avant eux, il y a eu des personnes qui ont fait, grâce à qui nous avons nos parents, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Nos enfants, nos petits-enfants doivent aller chercher cette histoire familiale. Quand vous vous connaissez, vous pouvez mieux vous accepter. Quand vous vous acceptez, vous pouvez mieux avancer. Restons toujours avec Warren Sarré. Le photographe burkinabé a attribué une fonction didactique à cette exposition. Un message qu'il tient à partager avec la jeunesse béninoise. Fierté, avec fierté. Avec fierté, vous avez remarqué mon papa Falombe Maké que j'ai mené ici. C'est avec fierté. Pour eux, c'est l'hommage qu'ils attendent depuis des années. Ce n'est pas qu'on vient dire prends 10 millions, prends 500 francs CFA pour qu'ils soient heureux. C'est d'aller vers ces personnes, dire papa, je suis venu mémoriser votre histoire. Je suis venu vous rendre éternel. L'éternité, c'est ce qu'ils ont fait. Il est possible d'être éternel. Ce n'est pas quand on dit, quand on meurt, on va au paradis, on va en enfer. L'éternité, on peut être éternel maintenant. Ça dépend de ce que vous faites dans votre, comment on appelle, dans votre séjour sur terre. Comme j'ai dit, nous sommes des missionnaires. Dans votre mission, si vous devez remplir correctement votre mission, vous pouvez rester éternel sur terre. Donc cette éternité, je le sens sur les visages quand ils me rencontrent. Et pendant que je suis là, souvent les enfants sont avec nous. Les petits-enfants des citoyens sont avec nous. La transmission des mémoires commence déjà dans la famille. Donc j'insiste là-dessus. Aux jeunes qui m'assistent pendant que j'interviewe les grands-pères, prenez votre cahier, les yeux vos grands-pères, papier est content, interviewez-les, demandez-les, vous avez des possibilités aujourd'hui avec le portable. Demandez à papy, qu'est-ce que notre histoire? Lui, il vient. Et comme ça, vous allez apprendre à vous connaître, à connaître votre histoire. Donc, je crois que c'est un double travail. Il y a la mémoire des tirailleurs, la transmission, il y a aussi inciter les jeunes de laisser leur propre histoire familiale. Parce que les informations au Burkina, pour moi, c'était le Burkina et puis c'est tout. À un moment, je me suis rendu compte, c'est ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Alors qu'aujourd'hui, nos pays, chacun de nos pays a son drapeau. S'il n'y avait pas de drapeau, on n'a pas le président, on ne va pas mettre ce drapeau, on va garder toujours les Sénégalais. Donc, ce n'est pas contre le Sénégal, mais c'est dire qu'il faut permettre à nos enfants de ces différents pays-là de découvrir dans un manuel ou dans un documentaire qu'on parle de leurs grands-pères. Je crois que ça va être une fierté pour ces enfants de savoir que dans mon pays aussi, ces hommes qu'on appelle tirailleurs sénégalais à l'époque, mon grand-père,
ou arrière-grand-père à participer à ces moments-là. Donc, pour moi, il est nécessaire de faire intervenir toutes ces personnes à travers les drapeaux, à partir des noms à laquelle chacun de nous donne à son pays. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, a organisé le jeudi 16 février dernier un débat public entre les organisations de la société civile, la mouvance et l'opposition. Les échanges fructueux se sont déroulés en présence de plusieurs autorités et personnalités politiques, religieuses et civiles. Le reportage, c'est avec Aneldo. Paris gagné pour l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, IAJP-CO. Le père directeur Éric Aguenounon et son équipe ont rendu possible le débat contradictoire entre organisations de la société civile, acteurs de la mouvance et de l'opposition. Réunis autour du thème « Prévention des crises en période post-électorale, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques » et devant une assemblée riche en personnalités politiques, religieuses et civiles, les débatteurs, surtout les politiques, ont chacun affirmé leurs idées. Ce ne sont pas les réformes qui, entre griffes, sont la substance essentielle d'une contestation post-électorale. Non, c'est l'application de ces réformes-là, puisque les lois, comme il l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas changé entre 2018 et maintenant. Elles n'ont pas changé. Il s'est fait que l'interprétation qu'en ont fait les institutions qui étaient chargées du processus électoral ont abouti à ce que beaucoup de politiques et beaucoup de partis politiques soient, entre griffes, je ne dirais pas exclus, mais écartés de la course politique. Les lois n'ont pas changé comme il a dit, mais les personnes ont changé, les contextes surtout ont changé. Les contextes ont changé. Il faut reconnaître que si aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une opposition à l'Assemblée nationale, c'est dû à l'intervention peut-être d'un contexte nouveau et d'une décision de la même Cour constitutionnelle dont la décision en 2019, à travers le certificat de conformité, avait empêché les partis politiques d'exister au sein de l'Assemblée nationale. Quand on est un citoyen bien éduqué, on se range. Maintenant, le groupe là, sa composition, ce n'est pas le plus important. Il faut se battre pour se retrouver dans ce groupe-là plus tard. C'est ça le jeu démocratique. Le jeu démocratique ne consiste pas à se braquer parce que j'ai ma grande sœur Evelyne qui se retrouve dans une institution et qui décide, l'institution décide, je refuse et je dis que c'est source de crise. L'interprétation des lois ne peut pas être source de crise. Ensuite, la course à l'enrichissement que mon voisin, ou la course au pouvoir. Il n'y a pas de course au pouvoir ici. Il n'y a pas de course au pouvoir. Ces conceptions sont des conceptions importées. Après des interventions et discussions vigoureuses, les participants ont eu à poser des questions et à faire des apports, de quoi enrichir le débat. Les panélistes ont chuté en proposant des solutions pour lutter contre les crises post-électorales. Si on ne s'écoute pas, si on ne s'assied pas pour discuter, on ne pourra pas proposer des solutions, on ne pourra pas alerter. Donc il y a également le plaidoyer. Et ça, je remercie beaucoup le clergé catholique qui joue ce rôle-là déjà. Je voudrais les exhorter à continuer encore dans ce sens-là. La négociation, il faut négocier l'éducation aux droits humains, la sensibilisation. Je pense d'abord qu'il ne faut jamais se souhaiter une crise post-électorale. C'est le premier ingrédient pour lutter contre les crises post-électorales. Il ne faut jamais se les souhaiter. Et il faut apprendre de ce qui s'est passé chez nous et ce qui s'est passé ailleurs. Pour éviter les crises lors des processus électoraux, je ne parlerai pas seulement de crise post-électorale. Il y a une bonne volonté politique à avoir, l'honnêteté et surtout la confiance en nos institutions. Qu'on éduque nos enfants, qu'on apprenne à nos enfants à avoir le respect des lois, le respect des règles. Si nous ne faisons pas ça, nous allons inventer des crises qui n'existent pas et qui n'existeront que dans nos têtes. Alors, je donne acte à mon frère Nouroudine qui parle de répression, répression de la pagaille, répression de la pagaille, répression du désordre.
Moi, je pense qu'un État bien constitué ne laisse pas des chasseurs rentrer dans la rue pour barrer la voie. On réprime cela. La réussite de cette conférence débat est une satisfaction pour le père directeur de l'IAJPCO. Lorsque l'initiative a été prise, mes collaborateurs m'ont dit, mon père, vraiment, qu'est-ce que sera ce débat-là? Tous avaient peur. Ils avaient peur. Et je leur ai dit non, il est possible de débattre de façon contradictoire encore. Parce que moi, je crois en ce que nous sommes. Je remercie chacun de vous. Je remercie toutes les personnalités qui sont venues. Certaines personnalités sont parties, mais je crois que la personnalité la plus représentative, c'est le ministre, secrétaire général, adjoint du gouvernement. Ailleurs, le secrétaire général a rendu ministre. Et je le remercie les deux. Je remercie le ministre Daniel Solo qui était là aussi. Et toutes les personnalités, anciens députés, ministres. Donc il est possible dans notre pays de se réunir et de débattre ensemble. L'IAJPCO réussit cette deuxième étape de son programme de 2023. Le cap est désormais mis sur la prochaine conférence, des ateliers et groupes de discussion et de réflexion. La Fondation Huguette et Claude a tenu son assemblée générale ordinaire de l'année 2023, le samedi 18 février 2023. Ces assises ont eu lieu en présence des membres et sympathisants de la dite Fondation Aneldo pour le reportage. Se réunit pour faire le point des activités de 2022 et programmer celles de 2023. C'est ce qui a réuni les têtes pensantes de la Fondation Huguette et Claude HEC en Assemblée Générale Ordinaire. Ce moment de discussion a permis aux membres du bureau exécutif de présenter les différents rapports. Le premier budget prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'année 2022 a été voté le samedi 22 janvier 2022 et s'élevait à 5 180 000. Les réalisations au cours de l'année 2022 ont atteint le niveau ci-après. Les recettes exécutées telles que ça se présente dans vos documents y incluent le résultat de 2021 qui est de 123 900, dont toutes les recettes confondues étaient 928 900 de francs CFA. Les dépenses exécutées y incluent le solde positif de 124 845 francs CFA pour un total de 928 900. Les recettes de l'année 2022 sont constituées comme ci-après. Nous avons les frais d'adhésion, 90 000 francs, les cotisations annuelles, 403 000 francs, les dons, 312 000 francs. Et pour ce qui concerne les dépenses totales s'élèvent à 804 055 francs CFA, ce qui dégage un solde positif de 124 845 francs. À la suite de ces différents rapports, la vingtaine de membres présents a échangé sur les ajustements. Les uns et les autres ont apporté assez d'éclaircissements, assez de contributions et nous allons en tenir compte pour corriger les documents avant de les mettre en circulation. Et aussi nous avons pu discuter des activités qui sont les activités nouvelles pour l'année 2023 que nous espérons être déjà prospères pour nous et nous allons revenir d'un moment à l'autre vers les téléspectateurs, tous les personnes qui sont membres de vos réseaux sociaux pour les solliciter chaque fois que nous aurons envie de mener une activité. La Fondation HEC s'arme ainsi pour la mise en œuvre de ces activités pour l'année 2023, de quoi impacter positivement la vie de ses membres et surtout la vie des enfants vulnérables.
La Corporation nationale des aumôneries évangéliques Bénin Antidrogue a organisé le samedi 18 février dernier une campagne de dons de sang à la mission évangélique Les Bénis de l'Éternel de Calavi. Cette activité marquant la célébration de l'anniversaire de Carlos Aroba, le général global de cet organisme social, vise à sensibiliser la population béninoise sur l'importance du don de sang et à promouvoir la santé publique. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbeno. On a dit Dieu, patrie, discipline. Dieu, nous avons déjà prié. Patrie, nous donnons notre sang pour notre patrie. Et la discipline, c'est Conal Chapelaine Bénin, département antidrogue. Les Conassiens béninois donnent un peu d'eux-mêmes afin de sauver des vies. Première activité officielle des aumôniers antidrogue de la Konassi Chapelaine Bénin, cette campagne participe de la sensibilisation de la population sur l'importance du don de sang et honore le jour de naissance de leur leader. Nous avons initié cette campagne de don de sang ce 18 février 2023. Premièrement parce que c'est la date d'anniversaire de notre commandant global. Je voudrais nommer le général Carlos Aroba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et pour tous les Conassiens dans le monde entier, c'est un jour de jeûne et de prière. Nous sommes venus, nous avons prié pour le général Aroba et nous avons donné notre sang pour dire Christ a donné son sang pour sauver les gens, l'humanité. Au niveau de notre pays, le Bénin, nous avons donné notre sang pour sauver des gens. Une centaine d'aumôniers d'hommes et de femmes de Dieu se sont mobilisés ici à la mission évangélique Les Bénis de l'Éternel de Calavi pour poser l'acte humanitaire. Nous ne pouvons pas être dans cette unité sans matérialiser notre amour, sans matérialiser notre compassion. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous nous sommes regroupés ce matin pour témoigner notre amour envers les peuples, ceux qui souffrent dans les hôpitaux, les femmes enceintes, les enfants et toute personne qui en a vraiment besoin du sang. Et le sang, c'est un don de Dieu. Il n'y a pas encore une industrie qui soit en mesure de fabriquer le sang. Donc nous ne pouvons que nous appuyer, nous confier à Dieu pour sauver des vies en donnant la vie. Aux compatriotes, aux amis qui ont peur de donner leur sang, je les rassure, je les confie au Seigneur de toucher leur cœur. C'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas le bien fondé de la chose. Le commandant Hangbe se réjouit de l'engouement noté lors de la présente campagne qui intervient quelques semaines après les assises de Calavi. C'est merveilleux. Vous avez vu beaucoup de personnes derrière moi. C'est pour dire au niveau de Conal Chapelaine Antidrogue, nous, la réforme est en marche à notre niveau et les activités, nous n'allons pas partir nous asseoir. Juste après cette activité, vous allez voir, nous allons passer, créer déjà des commissions qui vont partir sur le terrain pour commencer les activités. La réforme est en marche au niveau du département antidrogue. Formation de nouveaux aumôniers et de conseillers thérapeutiques antidrogue. Campagne de sensibilisation. Plusieurs autres activités sont prévues dans les tout prochains jours, semaines et mois pour mieux impacter la vie de la population béninoise. En sport, pour finir, les Amazones du Bénin ont affronté en amical les Black Queens du Ghana ce dimanche 19 février 2023 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux prochaines qualifications de la CAN féminine Maroc 2024. Les Black Queens ont ouvert le score après 30 minutes de jeu. La rencontre s'est soldée sur le score de 3-0 en faveur des joueuses ghanéennes. Rappelons que le nouveau nom des 11 nationales féminins est désormais Amazone du Bénin. Voilà, chers internautes, et ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Merci pour l'attention accordée à cette édition. Bonne suite de programme sur ESAE TV.